Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Nous sommes très heureux de vous voir si nombreux dans cette grande salle de la Comédie à nouveau. Je salue Monsieur le sous-préfet. Bonsoir. Nos élus, les représentants de l'État, des collectivités territoriales, les représentants des structures culturelles. Je les cherche, mais je ne les vois pas avec les masques. Nos partenaires qui sont avec nous pour fêter ces retrouvailles dans les conditions si particulières de cette rentrée, ainsi que tous les artistes qui ont répondu présents à notre invitation. J'aimerais revenir quelques instants sur la saison qui vient de s'écouler. C'était la première pour la nouvelle équipe du Centre dramatique. J'aimerais tout d'abord les remercier pour la confiance, pour l'enthousiasme toujours dont ils ont fait preuve en toutes circonstances. Pour que ce nouveau projet puisse vous rencontrer, pour lui donner vie, notamment à l'occasion des 50 ans de Maison, de la première édition du festival Faroé, des retrouvailles cet été, ce début d'été improvisé par les artistes lors des lectures apéro, des lectures goûtées au bar et dans l'arboretum, ainsi que pour leur accompagnement lors de la création de Girls and Boys quelques jours avant le confinement, et puis sa reprise au mois de juillet. Je suis heureuse du succès de ces événements, de votre curiosité lors des samedis comédies, des étapes de création, des cartes blanches pour partager avec nous au quotidien le processus des créations des artistes qui habitent cette maison depuis 1 an. Nous entrons dans la 2e année de ce projet. Et si les circonstances nous amènent forcément à nous interroger et à inventer d'autres façons d'ouvrir ces murs et de vous rencontrer, nous n'avons pas souhaité freiner cet élan, ni fragiliser les artistes, les techniciens, les compagnies, qui sont la raison d'être de notre travail ici. Nous avons donc reprogrammé nombre de spectacles annulés la saison dernière, et c'est une saison riche et foisonnante que nous vous proposons. Si cette première saison nous a appris que tout ce que nous avions rêvé pouvait être remis en question au gré des événements que nous traversons depuis quelques mois, la création, l'invention, la réinvention, l'improvisation, l'imagination sont la sève de nos métiers. Et nous trouverons toujours un moyen de partager avec vous et avec les artistes les histoires qu'ils ont passé parfois des années à construire. Car nous avons la conviction que nous avons besoin plus que jamais d'autres perspectives, d'autres images et d'autres façons de raconter et de questionner le monde qui nous entoure. Il y a donc ce qu'il faudra réinventer au quotidien pour ne plus annuler. Il y a ce qui se voit, il y a ce qui ne se voit pas. Nous vous tiendrons informés par l'intermédiaire de la revue, de nos réseaux sociaux et du site internet des conditions de représentation, mais aussi des projets en construction que nous vous inviterons à partager avec les artistes avant leur aboutissement les saisons à venir. La Comédie, c'est la maison des artistes, mais c'est aussi la vôtre. Parmi les nouveautés de cette année, cette saison, nous ouvrirons le lieu de midi à 19h. Vous pourrez donc venir déjeuner les midis au restaurant, y rencontrer les artistes en résidence, profiter du hall en journée, découvrir des expositions conçues avec nos partenaires, de nouvelles propositions artistiques en journée, des installations sonores, des installations vidéo, avec notamment un salon d'écoute que nous sommes en train de concevoir et qui devrait voir le jour cet hiver. Vous pourrez venir lire, travailler ou tout simplement vous rencontrer quand vous le souhaitez. Ces portes, je le redis, sont ouvertes à tous. Vous nous avez beaucoup soutenus depuis le début de la crise que nous traversons et nous vous en remercions. 1/3 d'entre vous ont choisi de ne pas se faire rembourser leurs billets. Ce soutien nous a aidés à préserver les artistes et les techniciens qui n'ont pas pu reprendre une activité normale depuis le printemps. C'est un geste généreux, précieux. Merci. Et merci aussi pour les petits mots qui ont parfois accompagné les billets et qui nous ont particulièrement touchés. Nous avons souhaité concrétiser davantage cette relation de confiance en créant un système d'adhésion plus que d'abonnement par l'intermédiaire d'une carte comédie.
Ce soir, nous vous présentons les créations, les artistes et les spectacles de la saison. Mais bien sûr, la comédie, c'est aussi des ateliers théâtre, une attention particulière portée à la jeunesse, avec un parcours jeunesse à retrouver dans la brochure, des projets artistiques et culturels avec les établissements scolaires, dans les quartiers. Toute l'équipe de la comédie est à votre disposition ce soir et samedi prochain, dans le cadre de notre journée porte ouverte et toute la saison, également à la billetterie, pour partager l'intégralité de nos activités avec vous. Nous sommes très heureux d'ouvrir cette présentation de saison avec un film de Christophe Honoré qui nous présente le premier spectacle de la saison. Ce film qu'il a réalisé spécialement pour nous, ne pouvant être présent ce soir. Fermer la porte, tout ranger, tirer quelques traits, gommer des portraits, des ratures, des bavures, camoufler les blessures de ta vie, tout ranger. Tu sentis le danger, tu récitais ta leçon sans bouger, rendais les devoirs, jamais en retard, appliquais les consignes sans lire entre les lignes de ta vie, sans bouger. Tu n'auras pas vu venir le danger, il ne te reste plus rien, tout changer. Revoir ta copie, remuer les amis, les ennuis, les envies, les désirs et l'essence de ta vie, tout changer. Première création de la saison par Thomas Quillardet, artiste associé, avec l'adaptation de Ton père, roman de Christophe Honoré, artiste associé également. Bonjour, je m'appelle Thomas Quillardet, je suis metteur en scène, je suis artiste associé à la Comédie de Reims. On s'était vu en tout début de saison dernière avec un spectacle qui s'appelle L'Histoire du rock par Raphaël Bouchard qu'on avait présenté pour les 50 ans de la Comédie en octobre. Et cette saison, je reviens avec un spectacle qui s'appelle Ton père, d'après le dernier roman de Christophe Honoré. Et je peux pas être avec vous ce soir malheureusement parce que je répète en ce moment à Cherbourg, dans le décor que vous voyez là, et qu'on vous présentera le 3 octobre, date de la première à Reims. C'est un espace en quadrifrontal dans lequel on espère que vous vous sentirez bien pour vous raconter donc cette histoire de Christophe Honoré. Christophe Honoré, il a vécu un drame il y a quelques années. Il a été harcelé par quelqu'un, je vous dis pas qui le mettait en cause en tant que père et en tant que gay. Il a vécu un harcèlement assez fort dans son appartement et aussi dans l'école de sa fille.
Et il raconte un petit peu comment ce harcèlement l'a fait douter en tant que père, l'a fait douter en tant qu'homme, tout simplement. Et il revisite par là même son propre rapport à la paternité et puis son rapport à son père. Et il revisite ses années d'adolescence en Bretagne, le début du désir et puis aussi le début de cette envie très forte chez lui d'être papa. Et donc le spectacle il se déplie sous deux formes un peu. Il y a d'abord une enquête un peu policière pour savoir qui le harcèle, qui lui veut du mal, et aussi une enquête beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle sur ce que c'est qu'être un papa aujourd'hui, qu'être un homme aujourd'hui. Donc c'est Thomas Blanchard qui va incarner le rôle de Christophe Honoré. Il est accompagné par 4 autres comédiens dans un espace quadrifrontal. Vous en voyez un tout petit bout donc aujourd'hui, même si la lumière est pas terrible. L'espace est un peu spécial et accueillant et on vous espère nombreux à partir du 3 octobre à Reims pour Ton Père. Thomas sera en résidence à l'atelier pendant 4 semaines pour la création française de Ton Père. Rendez-vous le 19 septembre pour une étape de création lors des Journées du patrimoine. Je vous rappelle le principe de l'étape de création. L'idée, c'est de partager le processus de création d'un projet prévu pour plus tard dans la saison ou pour la saison suivante. Il s'agit d'1 heure passée avec une équipe artistique. Ça peut prendre la forme d'une répétition ouverte ou d'une avant-première et c'est suivi d'un échange et d'un verre. Et c'est toujours en entrée libre et sur réservation. La double inconstance de Marivaux, mise en scène par Galine Stoeff. Il s'agit du premier report de la saison 19-20. Ce spectacle était prévu en mai dernier et vous le retrouverez en octobre sur le grand plateau. Seigneur Harlequin, comment vous trouvez-vous ici? N'est-il pas vrai que voilà une belle maison? Est-ce que nous avons quelque chose à nous dire? Oui, sur Sylvia. Ah, sur Sylvia? Sylvia plaît donc au prince, et il voudrait lui plaire avant que de l'épouser. L'amour qu'elle a pour vous fait obstacle à celui qu'il tâche de lui donner pour lui. Puisqu'on ne peut gagner Harlequin, Sylvia ne m'aimera jamais! Et moi, je vous dis, Seigneur, que j'ai vu Harlequin, qu'il me plaît à moi, que je me suis mis dans la tête de vous rendre content, que je vous ai promis que vous le seriez. Harlequin? Eh bien, mon homme. Nous sommes bien malheureux. Et mon père? Regardez-vous, Harlequin. Voyez combien vous méritez d'être aimé. Harlequin! Elle va venir! Ma tendresse toute grande qu'elle est ne vaut pas le chagrin que vous avez de me pouvoir m'aimer. Je pourrais vous aimer. Cela serait pas difficile. Si je voulais. Si c'était vous qui fûtes le prince. Et quand je le serai? Cela serait différent. Parce que je dirais à Harlequin que vous prétendriez être le maître. Il est temps de dire qui je suis. Nous créons cette saison 2 spectacles dans les lycées. Brûlé, de Tamara Al-Saadi, dont nous avons reçu le spectacle Place l'hiver dernier. L'équipe sera en résidence au lycée Joliot-Curie en partenariat avec la Boussole à Croix-Rouge. Le spectacle sera présenté à la Boussole. Je créerai de mon côté Dire Prudence, texte écrit pour l'occasion par Christophe Honoré, avec 2 comédiens dont Sébastien Evenot qui est comédien permanent. Dans le cadre du programme Lycéens citoyens, en partenariat avec le Théâtre national de Strasbourg, le Théâtre national de la Colline, le Grand Thé à Nantes, nous jouerons dans les lycées de Reims avant de partir en tournée dans les lycées de Strasbourg, de Nantes et de Paris. C'est un spectacle que vous pourrez découvrir la saison prochaine à la Comédie et en itinérance. Dans le cadre de ce projet, nous recevons les lycéens 1 semaine en immersion à la Comédie pour des ateliers avec les comédiens du spectacle. Nous avons signifié cette saison un parcours jeunesse accessible pour les ados par le biais de petites pastilles colorées à partir d'eux et un parcours jeune public que vous trouverez en fin de brochure. Cette saison, nous organisons 2 stages pour les enfants pendant les vacances scolaires, la Toussaint et en février, et un atelier hebdomadaire pour les adolescents et pour les adultes, des stages de pratique amateurs certains week-ends. Cadoc, de Rémi DeVos.
Jean-Michel Ribes a créé ce texte qui traite avec humour du couple et du monde de l'entreprise. Vous le découvrirez sur le grand plateau en novembre prochain. Il est tout le temps sur son dos. Mon mari aussi ne peut pas le supporter. Qui le supporte? Je ne sais pas. Sa femme est obligée de le supporter. Vurt. Bonjour. Bonjour. Samedi, je ferai du risotto. Vous allez dîner chez les Wurtz samedi? Non. Elle aborde les gens dans la rue et leur demande ce qu'ils pensent du mascarpone. Ah ben, écoutez... Elle est ma boule. Ah ben... Toi, il t'a invité. Avec toi, bien sûr. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je sais pas. Il nous invite. C'est tout. On va bien se faire chier. Je lui ai dit que je ferais du risotto. Il y aura du risotto. Elle m'a dit qu'il aimait le risotto. Ils mangeront du risotto. Bon. Aux fruits de mer. Je déteste les fruits de mer, Nora. Son mari aime les fruits de mer. C'est toi qui les as invités. C'est eux qui décident. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Elle t'excite? Tête de gland. J'avais l'impression que tu allais mieux ces derniers temps. Rapport sur toi, spectacle créé avec la dernière promotion de la classe de la comédie par Rémi Barchet et Baptiste Amann, sera repris à l'atelier avant de repartir en tournée à Paris et en région Grand Est. On suit le parcours d'une bande d'amis durant toute une année, des pertes et des retrouvailles. Les 9 comédiens au plateau ont passé 2 ans au sein de la classe de la comédie pour se former. On est très heureux de les retrouver. Donc le premier samedi comédie de la saison, qui réunira Cadoc et Rapport sur toi. Je vous rappelle le principe du samedi comédie. C'est une journée familiale qui commence par un brunch, suivi de propositions artistiques l'après-midi et toujours un spectacle à 18h. On s'occupe des enfants pendant les spectacles et puis il y a toujours des rendez-vous en entrée libre et des surprises. Ce samedi, ce premier samedi comédie, ce seront les Hommes approximatifs, compagnie associée à la comédie, à qui on a donné une carte blanche autour de leur prochain projet, mise en scène par Caroline Guéla-Nguyen, Fraternité conte fantastique, que vous découvrirez sur le grand plateau la saison suivante, en 2022. C'est une carte blanche un petit peu particulière, parce qu'elle a lieu un samedi. Les autres cartes blanches, qui sont des espaces de liberté laissés aux artistes, ont toujours lieu certains lundis, en entrée libre, à 19h, et toujours sur réservation. Nous accueillons Cédric Aurin, pour la première fois à Reims, pour Enfants sauvages, qu'il écrit et met en scène. C'est un spectacle tout public à partir de 8 ans qui est encore en création. Bonjour à toutes et à tous. Enfants sauvages, c'est un texte que j'ai écrit à partir de plusieurs histoires vraies d'enfants sauvages. Des histoires d'enfants qu'on a trouvées et qui ont vécu pendant des années dans des milieux complètement sauvages, à l'écart de toute civilisation. Donc c'est des histoires assez fascinantes qui nous posent tout un tas de questions. La première question qui nous vient, c'est comment ces enfants ont fait pour survivre. Et puis après, des questions un petit peu plus complexes. C'est-à-dire ces enfants nous tendent une sorte de miroir sur notre propre condition. On se demande, en les observant, ce qui nous fonde et jusqu'à quel point, finalement, la civilisation qui nous entoure influence jusqu'à nos sens, nos rêves, notre imaginaire, notre inconscient, etc. Donc le spectacle est actuellement en répétition. Vous avez un bout de décor derrière moi. Nous sommes là au mois de juillet et il sera créé en octobre et nous viendrons donc à Reims pour la première fois au mois de novembre. Donc on est très impatients de venir vous présenter ce spectacle. Cette saison, nous accompagnons Animal Architecte, jeune compagnie implantée en Grand Est. Elles sont artistes résidentes pour leur prochaine création, Bande. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 26 juin 2020, mais peut-être que c'est un autre jour où vous regardez ces images. Et là, ce sont des vidéos de répétition qui datent de juillet 2019. Il faisait très chaud et ça se voit un peu. Présenter un spectacle qui n'existe pas encore, c'est un peu comme essayer de prendre en photo les rêves de la nuit.
On y va à tâtons, par fragments. Bande est une écriture de plateau en cours. Toutes les images que vous voyez appartiennent au spectacle, même si à la fin, on ne les verra peut-être pas. Bande, ça parle d'amitié, du désir de changer la vie, qui peut être un désir violent, des bandes du passé et des fantômes du présent. Nous arrivons à Reims le 28 septembre 2020. Ce sera nos retrouvailles pour 3 semaines. Ce sera l'automne. Nous sommes une dizaine. Il y a 5 actrices et acteurs et 5 créatrices et créateurs techniques. Nous avons entre 23 et 32 ans et on sera heureuses et heureux de vous rencontrer. À bientôt. À bientôt. Et elles sont là. Bonsoir. 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 Je vous présente Camille Dagen et Emma Depoix, donc la compagnie Animal Architect. Et du coup, depuis juillet, depuis le tournage de cette vidéo, vous avez un petit peu avancé, vous avez avancé pendant cette résidence, j'imagine, sur l'écriture. Est-ce que, Camille, tu peux nous en parler ? Eh bien oui, on a un peu avancé. L'été a été studieux. Moi, le spectacle est une écriture de plateau, mais ça veut dire qu'on s'appuie sur des choses qu'on voit en répétition, mais aussi sur des textes que moi j'écris. Et du coup, le grand pas qu'on a fait depuis cette vidéo, c'est que la structure du spectacle a été trouvée. Et Bande, c'est un spectacle qui parle du temps, beaucoup du temps, et du fait que le temps n'est pas forcément linéaire. C'est-à-dire que la vie, c'est pas que à un moment on est, à un moment on rate ou on réussit des trucs, et à la fin on meurt. Et l'histoire, c'est pas que des choses lointaines dans le passé. Ce qu'on cherche avec le spectacle, c'est un peu à mettre en résonance du passé et du présent. Et du coup, on a cherché une structure qui nous permettait de naviguer entre différentes époques et de créer des échos. Et donc voilà, le spectacle a trouvé, j'espère, sa forme, en tout cas dans l'écriture. Donc c'est un spectacle en 2 parties et avec des bonus. Et voilà. Et le sous-titre du spectacle aussi a été trouvé, même s'il n'apparaît pas. Et le sous-titre secret du spectacle, c'est « J'ai des souvenirs qui ne sont pas les miens ». Voilà. Merci. Emma, toi, tu es scénographe. Ouais. Et tu avais envie de nous dire un petit mot sur là où tu en étais de ton travail ? Bonjour. Donc nous, on a travaillé avec Camille à l'élaboration d'un dispositif qui va être en mouvement et qui va en fait travailler sur des mutations qui vont donner au plateau, on l'espère, une dimension à la fois architecturale, paysagère, aussi intime ou médiatique. Et on a travaillé à faire exister plusieurs éléments qui vont vraiment osciller entre ces différents états de plateau. Et donc, par exemple, on va pouvoir voir une sorte de fantôme d'un monument que des révolutions ont cherché à faire tomber, qui va en fait devenir, par magie, un immeuble des années 70. On va avoir aussi une plateforme lumineuse qui va descendre du plafond et être à la lisière entre un éclairage de concert et un éclairage urbain. Et l'intuition, ça a été vraiment de densifier les interstices entre ces éléments pour faire exister des extérieurs, une ville de la nuit à l'aube, et aussi dans un second temps pouvoir faire exister les intérieurs, rentrer à l'intérieur de ces pôles. Voilà. Et le sous-titre secret d'un point de vue scénographique, ce serait « Passage » au pluriel. Voilà. Merci. Merci. On se retrouve tout à l'heure. À l'occasion de Bande, un film en lien avec le spectacle choisi par Camille et Emma sera projeté au cinéma Opérins. Et une exposition est co-construite par l'équipe artistique du spectacle et par l'équipe du FRAC. Ce sont des partenariats que nous développons tout au long de l'année, des informations que vous ne trouverez pas dans la brochure, mais que nous vous communiquerons au fil de la saison. J'en profite
pour remercier tous nos partenaires, notamment le cinéma Opé Reims, le FRAC, les médiathèques, les musées de la ville de Reims, pour ces rendez-vous imaginés avec nous et avec les artistes. Nous accueillons en novembre une pièce trop méconnue de Racine. Donc, dans l'œuvre de Racine, Mithridate succède à Bajazet, qui fut un grand succès du metteur en scène Éric Vignet, à la Comédie Française. Et dans l'œuvre de Racine, c'est une pièce qui précède Iphigénie. Madame, je me tais et demeure immobile. Est-ce à moi que l'on parle, connaît-on Achille? Qu'est-ce que tu fais, Sébastien, là? Bah, tu viens de parler d'Iphigénie, alors je suis rentré pour jouer Iphigénie. Ouais, mais Iphigénie, c'était l'année dernière. Là, c'est Mithridate, en fait, là. C'est Mithridate, cette année. Mais c'est quoi? C'est qui Mithridate? Mais tu sais, c'est le roi qui buvait du poison pour habituer son corps au poison. Et puis au début de la pièce, il est mort, donc tout le monde croit qu'il est mort, donc ses deux fils se battent pour le pouvoir, pour l'amour de la belle-mère, et en fait, il n'est pas mort. Et donc là, c'est encore des histoires de trahison familiale, de pouvoir, d'amour. Attends, voilà, tu me dis qu'on ne reprend pas Iphigénie? Non. Et qui c'est qui monte Mithridate? Bah, c'est Éric Vignet. Je connais par cœur, moi, Éric Vignet, j'ai travaillé 7 ans avec lui. Bon, bah, qui c'est qui joue dans... Tu m'as dit tout à l'heure que j'étais comédien permanent. Bah oui, tu es comédien permanent, mais ça ne veut pas dire que tu joues dans tous les spectacles. Tu joues dans certains spectacles, mais tu ne joues pas dans tous les spectacles. Là, c'est Thomas Joly, Stanislas Nordet, c'est une distribution qui est déjà faite, tu n'es pas dedans. Je suis désolée, Sébastien. Non, c'est pas... Ok. Non, mais il n'y a pas de... Ok, d'accord. Ok. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Deuxième report de saison. Les années de Annie Ernaux, mise en scène par Jeanne Champagne, qui inaugurera les stages de théâtre pour adultes le week-end du 7 et 8 novembre. Les immeubles de la reconstruction sortaient de terre. Les nouveautés arrivaient. Elles surgissaient comme dans les contes. Il y en avait pour tout le monde. Le stylomique, le shampoing en berlingot, le bubblegum, le Girflex, le Tampax, le plastique Gilac, le Tercal. Monter en ville, rêver, se faire jouir, attendre. Résumé possible d'une adolescence en province. Le corps poisseux de l'adolescence rencontrait l'existentialisme. Le champ des désirs et des interdictions devenait immense. Il n'y a de bonheur réel que celui dont on se rend compte quand on en jouit. Apprendre à conduire, obtenir le permis, était considéré comme une victoire, salué par l'entourage comme la réussite au brevet. Cette année, nous sommes partenaires du Charabia Festival. Nous recevons notamment Entrée dans la couleur de et avec Alain Damasio, qui sera accompagné par le musicien, guitariste et compositeur Yann Péchin. Ce spectacle crée un écho au spectacle Les Furtifs, adaptation du roman d'Alain Damasio par Frédéric Delia, qui était artiste résident la saison dernière et que nous avons reprogrammé également en fin de saison. Coriolan de William Shakespeare au Grand Plateau en décembre. Il s'agit de la dernière création du metteur en scène corse François Orsoni, pour laquelle il retrouve sa joyeuse bande d'acteurs. Coriolan, riche patricien romain, homme de guerre extrêmement brillant, qui gagne victoire sur victoire, et qui, grâce à cela et à la volonté de sa mère, se retrouve consul de Rome. Homme de pouvoir, il ne l'est pas. Ainsi, il se retrouve dans un milieu hostile, celui de cette démocratie romaine qui cherche le dialogue entre les différentes couches sociales, et lui reste engoncé dans ses désirs de patricien. Sa rigidité le tuera, sa rigidité l'empêchera d'avancer,
et sa mère le sacrifiera sur l'autel de la démocratie. J'ai décidé de monter cette pièce de Shakespeare. C'est sans doute la pièce la plus politique de Shakespeare, sa dernière tragédie. C'est une pièce qui questionne l'intérieur de la vie démocratique. Ce qu'est qu'une démocratie, comment se comporter dans la démocratie pour qu'elle puisse fonctionner, et quelles sont finalement les frontières de la démocratie. C'est une manière de questionner au théâtre l'acte politique, le système dans lequel nous vivons, à travers une œuvre lointaine qui vient de la Rome antique et également d'un Londres shakespearien. J'espère que le public rémois, dans cette conjoncture actuelle qui est extrêmement fragile de notre système politique, trouvera pertinent ce choix de texte et que nous serons ensoleillés par la beauté romaine de ce récit. Et le cœur fume encore. Découverte du Festival Off d'Avignon en 2019. Ce spectacle est une réflexion sur la guerre d'Algérie, sur les non-dits qui l'entourent encore aujourd'hui par une jeune génération, une jeune troupe d'acteurs et d'actrices qui explorent les souvenirs de la génération de leurs grands-parents venus des deux côtés de la Méditerranée. Ce spectacle mêle matière documentaire et matière littéraire avec beaucoup de simplicité, de rigueur et de légèreté. Moi, ce que je veux, c'est aider l'Algérie à lutter contre l'oppression coloniale. Parce qu'ici, en France, l'Algérie, et les gens, ils s'en foutent, Brahim, ils s'en foutent, c'est loin. Enfin, qui t'a dit qu'on avait oublié? Moi, je n'ai pas oublié, mais je n'ai pas envie spécialement d'en parler. Pour eux, la désillusion fut violente. Je savais pas grand-chose de l'Algérie, et j'avais la rage contre la France. Mais ma famille d'Algérie avait la rage contre l'Algérie. On a refilé la haine à ces gosses qui seront l'Algérie de demain. Daniel m'a accordé sa confiance et m'a livré son histoire. Donc je me sens responsable de ne pas la trahir. Ceux qui provoquent à la désobéissance, ce ne sont pas ceux qui dénoncent le crime. Ce sont ceux qui le commettent, le couvrent et l'ordonnent. C'est pas à nous de réparer. C'est pas à nous de réparer. C'est là que tu dois être réparé. On t'a pas jeté dehors. On t'a jeté dehors. On t'a pas jeté dehors. Et se dresser contre la torture n'est-il pas le devoir de tout être humain? Et le devoir de l'éditeur? Afin de protéger l'homme face à la barbarie qui monte. Nous arrivons au mois de janvier. On sait que ce n'est pas la meilleure période pour vous après les fêtes. Mais on voulait vraiment partager ce spectacle avec vous et c'était leur seule date possible. Donc on l'a fait quand même. Anguille sous roche. Dans cette adaptation du roman d'Ali Zamir, qui est un jeune écrivain comorien, qui raconte la rencontre amoureuse d'une jeune fille jusqu'à sa fuite et son naufrage dans l'océan Indien, c'est Deborah Lucumuena, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Divine en 2017, qui incarne Anguille. Elle est accompagnée par 2 musiciens, l'un violoniste et l'autre spécialiste des percussions d'Afrique et de musique électronique. La comédienne est bouleversante, un spectacle à voir en famille à partir de 14 ans. La terre m'a vomi, la mer m'avale, les cieux m'espèrent. Et maintenant que je reprends les esprits, je ne vois rien. Je veux voir la suite de mes souvenirs. C'est un voyage avec uniquement un aller, oui. Un aller sans retour. Je vois d'abord notre ville, Moutsamoudou, des délices juvéniles. Il s'appelle Vorace. Je sens l'odeur de la mer et savoure ce baiser. Ça se passe comme ça pendant plus d'1 semaine. C'est irrésistible. Je suis enceinte et je veux que personne ne le sache. Et si je voyageais clandestinement pour Mayotte? Tout est flou. Je me tourne vers l'eau et vois cette route écumante creusée par le Kwassa-Kwassa. Je ne suis pas sensible aux affres de la mort. Je n'en ai pas la moindre peur, ni souci, ni regret. Mais je dois au moins me dépêcher d'en finir vite avec ces souvenirs avant que mes images ne s'envolent. Toujours en janvier, une chambre claire nommée Jour, mise en scène par Catherine Marnas.
Il s'agit d'un texte de Tony Kushner, auteur contemporain américain, multiprimé pour son œuvre, dont le très connu Angels in America. À travers 2 époques différentes, la pièce raconte la montée du national-socialisme en Allemagne. Comment un groupe d'amis bohèmes va finir par éclater à cause de la montée du fascisme. On pense au film Cabaret de Bob Fosse, à l'Amérique d'aujourd'hui. C'est un spectacle très musical. Hier soir, je suis allée à un meeting. Un grand meeting, il y avait un orateur. Je ne sais pas qui c'était, mais il a dit des choses. Que c'est ici que le capitalisme va livrer son dernier combat, ici, en Allemagne. Là, nous sommes en 2020. Et accroche-toi, Donald Trump est président des États-Unis. Je n'ai jamais été ce genre de peintre. Là, mais jamais assez, n'en fait jamais assez. On se souviendra de nous pour 2 choses. Notre art communiste et notre politique fasciste. C'est un spectacle un petit peu particulier, parce que c'est ma première création au sein de la comédie, depuis mon arrivée. Le spectacle a été créé 4 jours avant le confinement. On a dû annuler 1 semaine, que nous reportons donc en janvier prochain. C'est un monologue adressé au public. Girls and Boys de Denise Kelly, c'est l'histoire d'une femme qui rencontre son mari dans la salle d'attente d'un vol EasyJet. C'est l'amour de sa vie. Vient ensuite la construction du couple, les enfants, son ascension sociale et professionnelle, puis la jalousie, le quotidien qui s'effrite. On rit beaucoup au début, jusqu'au moment où tout bascule dans l'horreur. Bénédicte Cheruti est une comédienne virtuose, magnifique, généreuse, je pourrais en dire, voilà. Et elle nous fait passer du rire aux larmes sans qu'on ait le temps de comprendre comment. Je remercie les spectateurs qui sont venus nous voir en mars et en juillet, et de leur retour, de leur générosité. Et j'ai bien hâte de reprendre ce spectacle en janvier. Pauline Salle. Bonsoir Pauline. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Pauline est autrice et metteuse en scène, et elle crée cette saison Les Femmes de la Maison, qui est une coproduction de la comédie. On est très heureux de t'accueillir, ça va ? Ça va très bien, en bonne compagnie. Et dis-moi, alors, d'où est-ce que ça t'est venu, cette idée d'écrire cette pièce ? Alors, il y a toujours différents facteurs qui nous font écrire une pièce, évidemment. Comme nous tous, je pense, j'ai suivi le mouvement MeToo, qui évidemment ne peut pas ne pas nous concerner, je crois. Et j'ai aussi, évidemment, suivi cette tribune, je pense, que beaucoup de gens ont lu, qui est paru en janvier 18, sur la liberté d'importuner, où des femmes d'une autre génération, comme Ingrid Caven, Catherine Deneuve, Catherine Millet, se positionnaient différemment. Et je me disais qu'au-delà d'une question de contenu, il y avait aussi vraiment une question de génération. Donc c'est une première chose qui m'a intéressée, comment on poursuit ou pas avec ce qui a été mené précédemment. Et puis j'ai vu une exposition à la Monnaie de Paris qui s'appelle Woman House et qui interrogeait le rapport des femmes artistes avec la maison et qui était inspirée d'une autre exposition qui avait lieu dans les années 70 en Californie, où Judy Chicago et Myriam Shapiro, qui étaient 2 artistes américaines, avaient encouragé
engager un groupe de femmes à prendre possession d'une maison hollywoodienne et à y faire différentes performances et différentes actions artistiques. Et c'est une exposition qu'on a nommée comme étant la première exposition féministe mondiale, presque, enfin qui en tout cas parlait énormément du rapport des femmes à leur quotidien et à la maison. Donc je suis partie un peu avec tout ça, et puis j'ai inventé une fable. Voilà. Et qu'est-ce que ça raconte du coup cette fable? Alors, je ne vais pas tout vous dire, voilà, mais en tout cas il y a une histoire, c'est une fiction, c'est une fable. Moi j'aime beaucoup les histoires, j'aime beaucoup les humanités, j'aime beaucoup que en tout cas on ait l'impression d'être traversé par des destins en sortant d'une salle de spectacle. Du coup là c'est un homme qui doit racheter une maison. C'est une maison qu'il a offerte à la femme qu'il aimait profondément et qu'il a quittée très tôt dans sa vie. Et elle veut s'en aller et il décide de racheter cette maison. Seulement, il ne l'habite pas parce qu'il a déjà de quoi vivre. Il ne veut pas la louer à n'importe qui. Il ne veut pas la vendre, il en fait un peu un mausolée, et donc peu à peu, il va la prêter à des femmes artistes qui vont y trouver leur chambre à elles, comme aurait dit Virginia Woolf, et qui vont pouvoir créer sur des temps plus ou moins brefs. Et comme il ne leur fait pas extrêmement confiance, il y a une femme de ménage qui doit surveiller les pensionnaires. Voilà. Et on va aller dans 3 époques, les années 50, les années 70 et aujourd'hui, et on va voir l'évolution de ces femmes à travers leur art, dans leur questionnement, dans leur vie privée, aux hommes, et voilà, sur 3 époques. Te dire que c'est interprété par 4 très grandes actrices et un grand acteur qui se retrouve en minorité, ça lui fait du bien. Et il va beaucoup écouter, mais parler quand même. Mais il va quand même beaucoup écouter ces femmes. Et elles vont jouer, ces dames, elles sont 3, Olivia Chatin, Hélène Viviès et Anne Cressan, et elles vont interpréter 10 rôles de femmes. Et Vincent Garanger va interpréter le rôle de cet homme et le rôle d'une femme également. Voilà. Et alors, donc, tu écris et tu mets en scène aussi ton texte. Voilà. Vous avez déjà commencé les répétitions? On a commencé une répétition en juin dernier au TGP à Paris, enfin en banlieue parisienne, à Saint-Denis. Et comme j'ai la chance d'avoir des acteurs vraiment assez exceptionnels, ça se passe pour l'instant très bien. Et voilà. Si c'est raté, ce ne sera pas de leur faute, ce sera plutôt de la mienne. Voilà. On a hâte en tout cas de vous recevoir. Merci beaucoup Chloé. À tout à l'heure. Merci, au revoir. Retrouvé ou perdu à partir de notre souvenir de Phèdre de Racine par la compagnie rémoise Claire Sergent. Bonsoir Chloé. Bonsoir Chloé. Bah oui, hein. Bah oui, il fallait qu'on la fasse. Donc Chloé Brugnon, pour ceux qui ne la connaissent pas, et Maxime Kerzanet. Bonsoir Maxime. Donc suite à votre rencontre sur On voudrait revivre à la Comédie à Reims, vous avez la saison dernière, non, il y a deux ans. Novembre 2018. Voilà, vous avez eu cette idée, et donc je me demandais comment c'est venu cette idée. Oui, en fait, on comptait là sur la route avec Maxime. Moi, c'est le 6e spectacle que je mets en scène à la Comédie de Reims, et c'est le 5e avec Maxime. Donc on commence à bien se connaître, et On voudrait revivre, c'était un spectacle qui était vraiment initié par Maxime. C'est-à-dire que c'était son idée de mettre en scène un spectacle à partir des chansons de Gérard Manset. C'était assez joyeux pour moi de découvrir la mise en scène à un endroit où on considère l'acteur plus seulement comme un acteur, mais comme un auteur. Et donc, la suite de cette création, j'ai dit à Maxime, ça va être très compliqué de retourner à un processus, disons, plus classique. Et il m'a dit, mais c'est pas grave, continuons. Et moi, j'ai très envie de travailler à partir de Phèdre. Or, Phèdre, donc de Racine, c'est pas vraiment la ligne artistique de la compagnie. Moi, j'étais quand même plus sur les textes contemporains. Alors, il m'a proposé de me lire la pièce en entier dans mon salon. Et puis, il m'a dit, à la fin, tu me diras ce que t'en penses. Il lit plutôt bien, je l'aime bien. J'étais curieuse de ce qu'il avait envie de faire. Et surtout, il m'a dit, voilà, en fait, l'idée,
c'est pas tant de mettre en scène Phèdre que, et c'est pour ça qu'on a choisi ce sous-titre, que son souvenir de la pièce. Donc un souvenir, ça veut dire, à la fois bien sûr il y a le texte, et il y aura, on ne sait pas en quelle proportion, mais de l'alexandrin dans cette mise en scène, mais aussi le souvenir des pièces qu'on a vues, des autres livres qu'on a écrits, des mises en scène dans lesquelles Maxime a joué, et des fantasmes évidemment des autres acteurs qu'on a convoqués. Et là tout à l'heure je lui disais, en fait le Manset, on voudrait revivre, l'idée c'était de mettre en scène de la musique sans faire un concert, donc c'était assez étrange, et là je crois qu'il m'a demandé de mettre en scène un souvenir. Voilà. Oui, bonsoir. Salut. Non, et pour donner un exemple de comment on pouvait faire entendre les alexandrins différemment, en fait, du coup, pour préparer les répétitions, parce qu'on répétait en ce moment, cet été, j'étais en vacances avec mes parents et avec un proche, et je leur ai demandé de lire le monologue de l'aveu de Phèdre à Œnone, où elle avoue qu'elle aime Hippolyte. Et après, je leur ai demandé de me dire le vers qui les a le plus marqués. Et donc, j'ai relevé ces vers-là. Donc, il y avait le mien qui me marque le plus, c'est plutôt un bout de vers qui dit « Mon mal vient de plus loin ». Ensuite, il y avait « Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ». Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva sur mon âme éperdue. Il y avait celui-là, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Ça, c'était mon père qui a choisi ce vers. Et il trouvait ça étonnant de dire de tout offrir à un Dieu. Et mon ami avait choisi ma blessure trop vive aussitôt à saigner. Et ma mère, elle, a juste choisi veine précaution. Parce que pour elle, tout est veine précaution. Et donc après, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire un objet sonore avec. Donc là, je vais envoyer une bande son. Et puis, je vais chanter par-dessus. Il me manquerait... Non, mais c'est des trucs de théâtre, mais je sais pas là... Il te manque une situation. Ouais, une situation, soit... Parce que du coup... Seulement. C'est pas de la psychanalyse que je fais, hein. C'est peut-être un peu... Non, mais c'est moi qui dis ça. Ah. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour heureux. Mais ça a beaucoup à voir avec Aragon, Racine. Parce que là, il fallait oublier l'histoire, par exemple. Ouais, tu vois, il fallait te dire que c'est comme si là, il était marqué ici et que tu découvrais cette phrase et que tu oublies Racine. Mais tu crées une situation quand tu dis c'est comme si tu découvrais cette phrase. Oui, effectivement, mais c'est une situation qui... Mais, là, tu as raison. Mais du coup, c'est une situation qui... Élégiaque de la célébration de l'amour lui permettait de revivre. C'est un revivre. Toutes les pièces de Racine, ce sont des revivres. C'est difficile. Ouais, mais je te promets pas d'y arriver. Ouais, non, il ne s'agit pas d'y arriver, il s'agit de penser d'imaginer ce que ça fait. Ma Mon blessure mal vient de plus loin. Aussitôt à saigner. Mon mal vient de plus loin. Ma blessure trop vive. Aussitôt Mon mal, mon mal. Ma blessure trop vive. Mon mal vient de plus loin. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. J'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. J'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. J'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue.
je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. 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 Je le vis, je le vis, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Oh, mon mal vient de plus loin. Mon mal vient de plus loin. Mon mal vient de plus loin. Les yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Merci. Merci Maxime. Ouais, c'est à toi. L'itinérance, c'est une des missions du centre dramatique. Celle de sortir de ses murs pour aller à la rencontre du public, du territoire. Dans notre cas, il s'agit d'aller dans un rayon d'1h30 autour de Reims. Ce sont des partenariats avec des mairies, des communautés de communes, des associations, avec qui la comédie et ses artistes tissent des liens tout au long de l'année. La saison passée, il y a eu une tournée de l'histoire du rock par Raphaël Bouchard. Nous avions prévu 2 tournées cette saison, mais la crise du coronavirus nous a obligés à en annuler une. Nous nous rattraperons la saison prochaine, car nous avons très à cœur de développer l'itinérance pour les saisons à venir. André, spectacle de Marie Raymond, artiste associée. Bonsoir Marie. Bonsoir. Partira donc en itinérance au mois de janvier, du 11 au 23 janvier, et reviendra à la Comédie du 27 au 29. Et donc Marie, est-ce que tu peux nous raconter un peu de quoi ça parle ? Alors, le point de départ d'André, c'est un livre qui s'appelle Open, qui est l'autobiographie d'André Agassi, et qui raconte l'histoire de quelqu'un qui a passé sa vie à faire quelque chose qu'il n'avait pas choisi et qu'il ne voulait pas faire. Et à se sentir de plus en plus prisonnier comme ça d'une image qu'on a projetée sur lui, dans laquelle il ne se reconnaît plus. Et à pas trouver comment sortir de cette situation. Voilà. C'est un peu le point de départ. Et le spectacle André donc, raconte la journée du dernier match d'André Agassi contre Benjamin Becker, donc le match qu'il va perdre, il va faire ses adieux au tennis. Et à travers ce cadre-là, donc de cette dernière journée, on fait des allers-retours comme ça sur son enfance, son adolescence, l'âge adulte, et pour essayer de montrer le mécanisme un peu de pression qui s'exerce sur un individu qui se met à douter de tout, à plus savoir, à plus retrouver son identité en fait. Et donc on a créé ce spectacle avec Clément Bresson et Sébastien Poudroux. Donc c'était il y a longtemps, quelques années après le TNS. Et on l'a joué beaucoup à l'époque, mais là ça fait longtemps qu'on l'a pas repris et
On devait le reprendre à Nice et avec le virus, c'était pas possible. Et donc, en fait, on est très heureux parce que ce sera la première fois qu'on va reprendre ce spectacle en itinérance, puis ici. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? On l'a créé donc avec Clément Bresson, Sébastien Poudroux, et comme on l'a beaucoup joué, très vite, on était en alternance avec Laurent Ménoré et Christophe Garcia, qui seront là pour interpréter. Voilà, on sera tous les trois sur le plateau en janvier. Merci Marie. Okay. Et tant qu'on t'a, moi j'en profite. Tu vas créer un nouveau projet la saison prochaine. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots un peu en exclusivité comme ça Oui, avec plaisir. Le projet suivant, alors c'est le point de départ, ça s'appelle Delphine et Carole. Et le point de départ de ce projet, c'est un documentaire qui s'intitule Delphine et Carole insoumises, sur une histoire d'amitié entre 2 femmes. L'une s'appelle Delphine Seyrig et l'autre Carole Roussopoulos, qui était à l'époque une militante féministe dans les années 70 et qui, quand elle était toute jeune, elle s'est fait licencier du magazine Vogue dans lequel elle travaillait, et avec son chèque de licenciement, elle a acheté une caméra portative qui venait de sortir de chez Sony, voilà, une toute nouvelle, et elle a commencé à donner des stages vidéo un peu pour arrondir ses fins de mois, et Delphine Seyrig s'est inscrite à ce stage, et en fait elles se sont rencontrées là, et elles ont découvert à travers l'utilisation de cette caméra une arme formidable pour prendre la parole qu'on ne laissait pas aux femmes à l'époque, et inventer des actions les plus irrévérencieuses, les plus gonflées les unes que les autres pour faire entendre la voix des femmes. Et toutes ces bandes-là qui ont... Tout ce qu'elles ont capté avec cette vidéo, évidemment, ça s'est désagrégé dans le temps. Donc, il y a eu le désir aussi, ce qu'il en reste, c'est le récit de ces femmes qui sont habitées par une forme de colère, on sent, de contradiction, elle-même aussi, parce que voilà, Delphine Seyrig est comédienne, elle est actrice, elle a tout le temps l'impression d'être tiraillée entre la volonté, l'obligation de plaire, et puis une espèce de colère qui l'habite, de bien sentir que la situation n'est pas la même pour les hommes et les femmes, etc. Évidemment, ces questions résonnent d'autant plus aujourd'hui. Mais voilà, ce qui nous reste de ça, donc c'est cette folie aussi créatrice qu'elles avaient, qu'elles s'embarquaient les unes l'une l'autre là-dedans. Et on a eu envie avec Caroline Arroise de travailler là-dessus, nous avec le théâtre comme arme. Et on va faire une résidence de travail là cette année, en novembre, de 2 semaines, et puis voilà, pour présenter un spectacle qu'on créera donc la saison d'après. Merci Marie. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Far Away. Ce sera la 2e édition du festival Far Away du 4 au 14 février 2021. Et pour vous en parler, c'est Julie Flamand, qui est responsable de la coordination et de la communication du festival, que je vous présente ce soir, qui vient nous dire quelques mots. Oui, le festival Far Away, donc ça va être sa 2e édition en février prochain. C'est le festival des arts à Reims. Il est porté et organisé par 7 structures culturelles rémoises, à savoir la Cartonnerie, la Scène des musiques actuelles, Césarée, le Centre national de création musicale, la Comédie, où nous sommes ce soir, le Centre dramatique national, le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain, le Manège Scène nationale, l'association Nova Villa tournée vers le jeune public et l'Opéra de Reims. Le festival va rassembler plus d'une centaine d'artistes internationaux ici à Reims en février prochain, agitateurs et agitatrices. Autour de plusieurs disciplines, il y aura du théâtre, de la musique, du cirque, des choses pour le jeune public, justement, des performances, des colloques. En tout cas, je suis ravie de vous dire qu'on est aujourd'hui à J-150 avant le démarrage du festival et qu'on vous prépare plein de surprises et de nouveautés.
La totalité de la programmation sera dévoilée le 20 novembre prochain. En tout cas, à la Comédie, en février, nous accueillerons entre autres des artistes venus de Russie, de Belgique, d'Italie et de Turquie. Voilà, je vous invite donc à nous rejoindre le 4 février prochain au SHED pour la soirée de lancement et d'ouverture du festival. Merci Julie. Between Lands, donc 6 théâtres dans le cadre de Faroé, 6 théâtres européens, en France, en Belgique, en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal, ont demandé à 6 auteurs et autrices d'écrire des textes autour de la démocratie. Pour la France, nous avons choisi Charlotte Lagrange, qui est une jeune autrice du Grand Est. Ces textes seront mis en espace le même soir, donc le 6 février, dans les 6 théâtres en même temps, par 6 metteurs en scène de chaque pays. Outside, prix de la critique du meilleur spectacle étranger il y a quelques mois. Le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov interroge par le biais de ce spectacle le processus même de la création artistique. À travers la vie et l'œuvre du photographe et poète chinois Ren Hang, artiste culte pour la jeunesse chinoise, qui s'est suicidé en 2017 à l'aube de ses 30 ans. À l'instar de l'artiste chinois qui a subi la censure dans son propre pays, Kirill Serebrennikov est régulièrement assigné à résidence et interdit de sortie du territoire. Смотри, свобода – это когда ты готов ко всему. Понял? 今天吃什么？牛肉炒面、鸡肉面、鸡肉面、酸辣面、北京烤鸭、牛肉面、鸡蛋面、鸡蛋面、酸辣粉、酸辣粉酱牛肉、北京烤鸭。 Будешь лежать в гробу символом сопротивления. На пару дней друзья в Фейсбуке заменят аватарки твоими портретами и напишут «Жесу». Но тебе это не поможет. Depuis le premier Faroé, nous mettons en avant chaque année un artiste de renommée internationale à travers 2 spectacles. Un spectacle marquant du parcours de l'artiste et une création. Cette année, nous invitons le duo italien Daria De Florian et Antonio Tagliarini, avec une reprise de leur spectacle créé il y a 5 ans et qui les a fait connaître au monde entier, Ce ne andiamo, spectacle autour de la crise de la dette publique grecque et de ses conséquences. Et nous accueillons aussi une première en France, l'adaptation italienne de Qui a tué mon père d'Édouard Louis, fiction autobiographique d'un jeune homme du milieu ouvrier confronté à la crise économique et au conservatisme des représentations sociales. On n'a pas de vidéo de ces 2 spectacles, c'est dommage, car sont ces 2 artistes qui sont parmi les artistes les plus intéressants de la scène italienne contemporaine, et on est très heureux qu'ils aient accepté notre invitation. Radio Live, en partenariat avec Nova Villa. Radio Live, c'est comme une émission de radio, en direct, avec des jeunes des 4 coins du monde. Ils partagent avec nous leurs combats, que ce soit parce qu'ils vivent dans un pays où la situation politique est très compliquée, ou parce qu'ils s'engagent au service d'une cause. Ils sont accompagnés par 2 journalistes et une dessinatrice. C'est un spectacle d'une vitalité et d'une générosité incroyable. On est toujours dans Faroé. Forrent. Forrent, c'est une pièce d'un jeune auteur turc, mise en scène par une jeune compagnie émergente turque. C'est une première en France. Des gens
la nuit, dans un parc à Istanbul, se croisent, discutent, et c'est l'occasion de faire ressortir les tensions stigmatisantes de la société clivante de la Turquie contemporaine. Ce spectacle sera suivi d'une soirée organisée par la compagnie au bar de la Comédie. Non, je suis pas vexé, il n'y a pas de problème. Non, juste je fais une pause parce que... il n'y a pas de... Non, c'est super. C'est super, tu tiens le rythme et tout ça, c'est super. Non, parce que l'année dernière, on en a fait 4h50, c'était un petit peu long. Là, on tient sur 1h30. Faut quand même... ok. Et juste, le festival Far West, c'est quand même la fête. Parce que là, depuis le début, on a l'impression que c'est... Et juste, Biriken font une Biriken Party le vendredi soir, des performances. Donc l'année dernière, c'était soirée brésilienne. Là, on sera à Istanbul toute la nuit. Et je voulais juste préciser le fait que c'est quand même la grosse fête, Biriken Party, et on perd pas le rythme, ok ? Merci Super. Sébastien. La reprise Histoire du théâtre 1. Milo Rao est déjà venu l'année dernière dans le cadre de Far Away présenter Hate Radio. Je suis très contente qu'il revienne avec ce spectacle, parce que ce spectacle, je n'ai pas de truc hyper intelligent à dire, à part que j'ai adoré ce spectacle. Ça a été pour moi un moment de théâtre dont je me souviendrai longtemps. C'est vraiment très beau. Comme à son habitude, il choisit comme point de départ un fait divers. Dans la reprise, il s'agit du meurtre d'un jeune homosexuel à Liège en 2012. La distribution mélange comédiens professionnels et amateurs, cinéma et théâtre, fiction et matière documentaire. Il y a un témoin de moralité qui m'a beaucoup impressionné. Son ex-petit ami. Il s'est adressé directement aux meurtriers, mais pas en leur disant « vous êtes des salauds, vous êtes des monstres ». Non, ce qu'il leur disait, c'était « je vais essayer de vous décrire l'homme que vous avez tué ». C'était quelqu'un de bien. Winchens ne sait pas comment ils sont arrivés devant l'open bar. Ils avaient bu 5 ou 6 bouteilles de whisky. Valence, nique les pauvres, Steve de la planche, je gagnerai jamais au loto, nique la chance, bientôt je me casse sur une île, nique la France, nique l'argent, moi je veux de l'or, nique la danse, on sort en boîte pour serrer des tasses, vendre des extas, nique les médias. Donc nous voici arrivés en mars, au temps fort Dostoïevski. Sylvain Creusevaux a créé dans le cadre du Festival d'automne au Théâtre National de l'Odéon à Paris Les démons de Dostoïevski en 2018. Il est actuellement en répétition des Frères Karamazov qu'il créera dans quelques mois. C'est donc un véritable institut Dostoïevski qui viendra s'installer en mars à la Comédie. Un travail avec les élèves de la classe est prévu également, avec Sylvain et ses acteurs. Surprise en perspective donc, en entrée libre lors du samedi Dostoïevski. Menu russe, déco russe, bref, on transforme la maison pendant une petite semaine et c'est Sylvain qui nous en parle. Ok, clap Dostoïevski. Voilà, bonjour à tous. Bonjour public de Reims. On ne se connaît pas parce qu'on n'est jamais venu jouer. La compagnie, elle a 20 ans et c'est la première fois, à l'invitation de Chloé, je remercie ici publiquement, qu'on va pouvoir venir vous présenter notre travail. Alors là, c'est simple, regardez. J'ai Les démons de Dostoïevski, qui est la première pièce qu'on va vous présenter. Les démons, vous voyez, c'est 3 tomes, c'est 1000 pages à peu près. Donc, je vois pas du tout où est le problème. C'est simple. À plus que 1000 pages en fait. Attendez, je vous le dis. C'est 1200 pages, gros max. 1200. Et puis, son dernier roman, Les Karamazov, 1880. 1870, autour de 1870, là, à ce moment-là, Dostoïevski n'est pas encore parent, enfin, il vient juste de devenir papa. Vous voyez, c'est très important dans l'histoire des frères Karamazov, qui est 10 ans plus tard. Et dans la décennie des 1870-1880, là, Dostoïevski se transforme. C'est-à-dire que les obsessions, le tiraillement politique des démons, dans lequel on va voir s'affronter différentes idéologies politiques, va se transformer au profit d'un retour aux origines avec le meurtre du père.
Vous voyez, là, on a 2500 pages. On a grand max 3000 pages, grand max. Et nous, on en a fait 2 spectacles qui cumulent à 18 heures. 18 heures, mesdames et messieurs. Nous allons venir à Reims pour travailler avec vous, pour vous présenter 18 heures de théâtre qui passent comme si c'était 1h30, 2 heures, masquées dans un profond sentiment commun de lutte contre l'adversité, dans un mouvement théâtral hors norme. Ce sera en mars 2021. Nous serons là avec vous, à 30. J'espère que vous viendrez nombreux. Merci à tous et à bientôt. Alors c'est vrai que Sylvain se déplace avec beaucoup d'acteurs, c'est une grosse troupe, mais pas pour 18 heures de spectacle, je vous rassure. C'est pas vrai, il ne faut pas croire tout ce qu'il dit. Top son, top. Top son. Rebonjour. J'ai payé une taxe. Une taxe pour pouvoir avoir 2 minutes supplémentaires. Pour tenter, enfin, de vous présenter les intrigues des 2 romans adaptés pour le théâtre que nous avons la chance de venir présenter à Reims en mars 2021. Je vais vous présenter Marat. Marat Creusot, venez s'il vous plaît. Car, tu peux t'asseoir ici. Tiens. Et si, venez ici. Bonjour. Tu peux t'asseoir là. Voilà. Tu peux venir ici. Là, sinon ça ne marche pas parce qu'il y a la caméra qui est là. Voilà. Et tu penses. Voilà. Nous serons là ensemble, en mars 2021. Marat jouera Les Démons, roman de 1500 pages écrit en 1870 et qui raconte les turbulences politiques d'une jeunesse sans amour. Et Sid viendra jouer Les Frères Karamazov, écrit en 1880, qui raconte la jeunesse blessée d'un passé sans présent. Mais je comprends pas ce qui se passe. Exactement ce que je viens de dire. Je vous remercie et à bientôt. Merci Claude. En mars toujours, La Brèche de Naomi Wallace, autrice américaine découverte en France par la Comédie Française. La pièce est construite comme un thriller autour d'un pacte entre 4 adolescents dans les années 70 dans le Kentucky. Ils vont se retrouver 14 ans plus tard, l'un d'eux est mort. C'est un spectacle dont la tension dramatique nous tient en haleine jusqu'à la dernière image, dans une mise en scène de Tommy Milo, à découvrir en famille avec vos ados à partir de 15 ans. Et nous arrivons au Festival Mélimôme et on accueille Joël Simon de Nova Villa qui doit être par là. Bonsoir. Bonsoir Joël. Bonsoir Chloé. Ça va? Oui, bien. On est très contents d'accueillir 3 spectacles pour cette édition de Mélimôme avec vous. Et nous aussi, on est très contents de poursuivre ce partenariat avec la Comédie. Merci à toi, à ton équipe. Et du coup, le premier spectacle qu'on accueille ensemble, c'est Billy la nuit. C'est une création. Oui, c'est une création d'Aurélie Namur. Donc, on a rencontré Aurélie Namur avec Magali Dupin il y a 1 an à peu près. Donc, l'histoire en soi, elle est un peu toute simple, hein, et puis même un peu surprenante parce que c'est un papa qui part travailler la nuit, qui laisse sa fille toute seule, Billy, et puis il a tout préparé. Il a préparé le repas dans le frigo. L'histoire du soir où il faut qu'elle appuie sur un bouton. Le cartable est prêt pour le lendemain parce que le papa, quand il finit son travail, il accompagne Billy à l'école. Mais sauf que Billy, elle est toute seule dans cette maison. Et puis, je ne sais pas vous, mais moi, je rentre de Bretagne où tu es dans une maison à la campagne et il y a toujours des bruits. Et là, Billy, il y a plein de bruits, elle a peur la nuit, il se passe plein de choses. Et donc, au lieu de dormir, elle va passer sa vie avec ces bruits. Et puis, il y a un personnage qui s'appelle Ferme l'œil, qui va venir l'accompagner. Donc, ça va être créé en octobre prochain. Et je me souviens du commentaire qu'on avait fait ensemble avec Magali. Ça va être génial. On avait été
très séduit par le projet d'Aurélie Namur et Amélie Maume, et puis donc je sais à la Comédie aussi. C'est la première fois qu'elle sera accueillie à Reims. Voilà. Il n'y a pas de vidéo, hein, parce que c'est pas créé encore. Non, c'est en création, donc on n'a pas d'image. Et on accueille ensemble aussi Frankenstein, qui est, moi j'ai découvert dans ce spectacle la vraie histoire de Frankenstein que je connaissais pas. Tu l'as vu à Charleville-Mézières? Je l'ai vu à Charleville-Mézières. Ouais. C'est un spectacle passionnant qui mêle théâtre d'objets, chant lyrique. C'est hyper poétique, hyper beau, drôle, émouvant. Moi j'ai vraiment été vraiment émue par ce spectacle. C'est une compagnie belge, les Cariatides. Ils sont habitués au théâtre d'objets. C'est un bon choix. On a quelques images, du coup on les regarde. Recréer la vie. Oh, et pourquoi pas tuer la mort, hein? Au lieu de focaliser égoïstement toute son énergie pour amener à la vie un être cher, ne pourrait-il pas s'occuper des vivants? Nous avons pour mission de produire de la connaissance objective. Alors vos affaires de morale et d'éthique ne nous concernent pas, monsieur. Mais maman, je viens réaliser ma promesse. Je voulais te soigner lorsque tu étais en vie. Mais maintenant j'ai trouvé mieux. Je te ramènerai à la vie. J'ai réussi! Il est vivant! Il est vivant! Tu n'as pas de nom. Tu es une erreur. Et je ne ferai pas l'erreur de te reproduire. Aux générations futures, je dis, ne vous approchez pas du feu. Je répète. Ne vous approchez pas du feu. J'ai payé si cher. La Maison Joël, qu'est-ce que c'est? C'est un spectacle ou c'est une installation? C'est les deux, en fait. J'ai vu ce spectacle à Bruxelles, au Bronx, le week-end du 11 novembre dernier. Donc, en fait, on rentre, on est un petit groupe de 20 ou 25 à rentrer dans une salle où c'est le silence. Il y a l'ombre, et à l'intérieur de cette salle, il y a une maison qui a été construite, un peu comme les enfants lorsqu'ils en dessinent une, toute simple, avec une porte d'entrée, puis à l'étage une fenêtre. Et donc, on va découvrir cette maison en ayant un casque. Et dans le casque, on a deux possibilités. Soit on écoute le récit de la mère, soit on écoute le récit de sa fille. Et donc, l'une et l'autre, de leur point de vue, elles vont nous raconter leur vie, leur relation mère-fille. Et puis, on va découvrir que la maman, en fait, c'est difficile d'être une maman. Et puis, on va découvrir que la fille, elle pointe tout ce qui ne va pas. Et elle ne fait pas spécialement de cadeaux à sa mère. Moi, quand j'ai vu ce spectacle, je suis sorti, même si effectivement, c'est pas ce qui est dit n'est pas toujours drôle ou pas toujours facile. Je suis sorti très détendu. C'est plein de poésie. Et en fait, en préparant cette intervention, j'ai noté le nom de l'autrice qui s'appelle Laura Breuil-Cuissen. Et en fait, en regardant ce qu'elle a fait, c'est une femme qui vit en Islande. Elle est d'origine flamande. Elle est violoniste et puis elle écrit aussi du théâtre. Et elle écrit ce texte quand elle attendait son deuxième enfant, un garçon. Et il y a quelque chose de musical dans les textes, même si la musique est très peu présente. Mais voilà, alors c'est au choix. Vous êtes soit avec la fille, soit avec la mère. Et on est une vingtaine. Alors, un mot sur la maison. On va découvrir la salle de bain, on va découvrir la chambre, la cuisine. Il y a aussi une cave. Alors, tout est petit. Et puis, libre à chacun d'inventer, de laisser son imaginaire
voyager, puis d'inventer cette maison. Et autour, ils ont prévu aussi des rondins de bois, des coussins. Donc on peut, si à un moment on en a marre d'être dans cette maison, on peut s'installer. Et il y a un côté un peu calme, poétique, mais c'est très beau. Et quand j'ai vu, je me suis dit, on va faire venir ce spectacle. C'était impossible qu'ils ne viennent pas à Reims et que les petits Rémois et les familles rémoises ne le découvrent pas. Donc c'est à partir, si je ne me trompe pas, de 7-8 ans. Et moi, je vous l'invite parce que c'est magnifique. C'est une compagnie qui vient des Flandres. Donc une partie est à Anvers et l'autre à Gand. Et voilà. Venez le voir. Donc ce sera fin mars, début avril, ici à la Comédie. Merci beaucoup, Joël. Merci, Chloé. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Du 31 mars au 1er avril, Marc Lenné, dont vous avez pu découvrir La Chambre désaccordée en 2019, revient avec une comédie musicale et c'est lui qui nous en parle. Nostalgia Express, c'est une sorte de comédie musicale d'espionnage qui se déroule durant la guerre froide entre la France et la Hongrie socialiste. Le personnage central de cette pièce est un chanteur yéyé dépressif qui s'appelle Danny Valentin et qui est obsédé par l'idée de retrouver sa mère qu'il a abandonnée lorsqu'il était enfant sur un quai de gare. Et donc, accompagné par toute une troupe de personnages décalés, Danny Valentin va quitter la France et rejoindre la Hongrie socialiste, où sa mère, apparemment, aurait disparu le matin du 4 novembre 1956. Donc vous le voyez, c'est une pièce qui va chercher à croiser à la fois la grande histoire et une histoire beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus intime aussi, qui est celle de Danny Valentin. C'est une comédie musicale et donc la musique tient une place centrale dans ce spectacle et elle sera composée par un artiste génial qui s'appelle Forever Pavot, composé par lui donc, mais joué et chanté en live par les acteurs du spectacle. Les femmes de Barbe Bleue, découverte au Festival Impatience en 2019. Le Festival Impatience, c'est le festival du théâtre émergent. Moi, j'étais dans le jury. C'était le coup de cœur et donc le prix du jury de ce festival, dont nous sommes partenaires depuis l'année dernière. Lisa Guez et ses comédiennes nous proposent une réécriture sensible, fraîche et pleine d'humour du conte de Barbe Bleue, vu par ces femmes. En face de toi, tu as qui? Barbe Bleue. Barbe Bleue qui est? Mon mari. Oui, donc tu es? Sa femme. Oui, donc tu es son épouse. Oui, mais tu es son égale surtout. Oui, tu es son égale, alors tu le regardes droit dans les yeux, hein, tu t'affirmes, tu l'affrontes. Élise Vigier adapte le roman de James Baldwin, Harlem Quartet, roman devenu culte sur le racisme et l'intolérance aux États-Unis. Le narrateur retrace la vie de sa famille et de la communauté noire américaine dans le Harlem des années 50-60. Sur fond de gospel, cette fresque familiale est portée par des comédiens magnifiques. Les mots de Baldwin résonnent encore terriblement aujourd'hui avec les questions soulevées récemment par l'actualité, notamment avec le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis.
troisième report de saison 19-20. 4 jeunes femmes décident de désobéir, de dire non à leur famille, à la société, aux modèles dans lesquels elles ne se reconnaissent pas. C'est très drôle, c'est émouvant. Julie Bérès est artiste résidente à la Comédie cette saison pour un nouveau spectacle qui s'appelle La Tendresse, dont vous pourrez découvrir une première étape de création en fin de saison. Et on a un petit extrait du spectacle. Ensuite, il y a eu le théâtre. D'ailleurs, au mois d'avril dernier, il y a un metteur en scène qui est venu nous auditionner avec toutes les filles de mon école de théâtre pour trouver sa Agnès dans l'école des femmes. Donc il est venu avec son administratrice, on a passé chacune 3 scènes. J'ai trouvé que le travail était passionnant, mais vraiment passionnant. Et 2 semaines après, il me rappelle. Il me rappelle pour me dire qu'il a trouvé que mon audition était hyper convaincante et qu'il avait envie que je puisse jouer Agnès. J'étais super heureuse. J'étais aux anges, j'ai appelé tout le monde. Et quelques jours plus tard, il me rappelle pour me dire qu'en fait, il est en plein questionnement par rapport au sens global de sa création. Il savait plus s'il allait pouvoir me donner le rôle parce qu'il voulait pas me mettre en difficulté, mais il avait peur que ça déplace la grille de lecture du spectateur. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, ça parle du parcours d'une jeune fille qui a été plus ou moins achetée par un très vieux monsieur, qui l'a éduquée et qui veut l'épouser. Et il la considère un peu comme sa chose. Donc avec une actrice noire, on pourrait projeter une autre histoire. Bref, je le sens mal à l'aise, mais il finit par me dire que ce sera pas moi, Agnès. Après, je peux comprendre. En plus, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est quelqu'un de très militant. Et je peux comprendre qu'il ait besoin de maîtriser l'interprétation politique de sa pièce. Ce soir, il y a quelque chose qui me ferait super plaisir. Ce serait de partager le texte d'Agnès avec vous. Les Monstres, production de la Comédie, spectacle de Bérangère Janel, qui s'adresse à tous les publics à partir de 9 ans. Bonsoir Bérangère. Bonsoir. Alors, tu n'as jamais fait de spectacle avec des enfants ? D'où ça te vient, cette envie, cette idée de faire un spectacle avec des enfants ? En fait, oui, j'ai présenté des spectacles ici qui étaient plutôt des spectacles pour adultes, mais l'identité de la Ricotta, qui est le nom de la compagnie, c'est d'être un théâtre d'écriture, de parole, et de mélanger la fiction avec beaucoup de courants des sciences humaines et des sciences sociales. Et du coup, j'ai un travail qui est assez transversal, et il y a en 2015, j'ai créé un spectacle à partir de l'abécédaire de Gilles Deleuze, donc dans la lignée de ce qu'on a appelé la pop philosophie, donc de faire sortir la philosophie des universités et des amphithéâtres pour qu'elle soit livrée à tout le monde, comme c'était le cas dans la cité grecque, puisque les philosophes étaient dehors, et en fin de compte, tout le monde philosophait. Et de fil en aiguille, en travaillant la matière philosophique au plateau et à chercher à partager ce qu'on a appelé avec les comédiens des fabriques de théâtre joyeuses et pas du tout sévères et tristes, on s'est évidemment rapproché de l'enfant qui, avec le philosophe, est quand même celui qui nous pose le plus de questions, quoi. Et du coup, il y a eu un spectacle qui s'appelait Le Petit Z, qui était une fabrique théâtrale de philosophie pour les enfants, qui est un spectacle qui a énormément tourné, dans lequel les enfants étaient assez participatifs. Et de là est né un lien assez fort. Et dans la suite, j'ai réalisé un long métrage avec des enfants, dont le sujet était le suivant, c'était des enfants à Châteauroux, une petite ville dans le centre de la France, qui menaient dans le cadre d'une opération qui s'appelle le Printemps des Poètes, une insurrection poétique dans un supermarché Leclerc.
Et le film suit cette aventure un peu incroyable de ces enfants qui décident d'amener la poésie dans le rayon boucherie du Leclerc et dans les surgelés. Donc il y a une histoire qui se tisse avec les enfants pour répondre à ta question, Chloé. Et là, maintenant, les monstres, c'est une étape supplémentaire parce que c'est un spectacle qui est à destination des adultes et qui peuvent venir, et c'est très souhaitable, accompagner de leurs enfants donc les enfants seront au plateau. Voilà. Et le thème, c'est donc les monstres. D'accord. Et alors, le thème, ce sont les monstres. Et du coup, ça va raconter quoi, les monstres ? En fait, c'est ça que la question, c'est quoi, donc, un monstre ? La question que tu poses aux enfants ? Ouais, c'est quoi un monstre, en fait ? Et donc, on se rend compte que, évidemment, des monstres... il y en a énormément. Et donc concrètement, 6 enfants qui ont entre 9 et 11 ans, accompagnés de leur pédagogue, qui est en fait aussi leur disciple, qui est Rodolphe Poulain, qui est un comédien professionnel, vont nous inviter à partager leur plateau, qui sera un gymnase sur lequel ils vont s'exercer à se mettre à l'épreuve sur la question des monstres. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un monstre ? C'est quoi la différence entre le monstre et le monstrueux ? Pourquoi on dit un petit monstre et on peut dire d'un terroriste, entendre dans la rue que c'est un monstre ? Donc, quel est le rapport entre Shrek, Frankenstein et un pédophile, comme j'ai pu l'entendre? C'est tout ça qu'ils vont brasser et qu'on va partager avec eux. Et qui sont ces enfants qui vont jouer dans ce spectacle ? Et donc du coup, le spectacle est entièrement créé à Reims avec des enfants rémois. Les candidatures sont encore ouvertes jusqu'au 14 septembre. Et du coup, le principe, c'est que c'est ouvert à des enfants qui n'ont pas forcément fait du théâtre et qui ont envie de rentrer dans cette expérience théâtrale. Le script du spectacle étant bâti avec ce que les enfants vont produire et de leurs témoignages, leurs récits, etc. Voilà. Et donc, si vous connaissez des enfants qui sont intéressés par cette problématique et qui ont envie de participer à une expérience collective et de monter sur un plateau, faisons connaissance. Et tu répètes les week-ends et les vacances scolaires ? Oui, pendant certains week-ends, c'est un processus qui est sur toute la saison, certains week-ends, et puis pendant les vacances scolaires, 1 semaine sur 2, puisqu'on respecte évidemment le rythme des enfants. Et c'est un vrai projet pour les enfants, parce que le spectacle sera créé à Reims en fin de saison, mais il va tourner la saison d'après. Et tourne la saison prochaine dans plusieurs villes de France. Donc c'est un chouette projet à faire, une chouette aventure pour eux. Merci Bérangère. Merci. Certains d'entre vous ont pu découvrir une étape de création la semaine dernière à l'atelier. La première aura lieu bientôt au Montfort, à Paris. Abnégation, c'est une pièce sur la corruption écrite par Alexandre d'Alfara, qui est auteur brésilien, mise en scène par Guillaume Durieux, qui a mené notre projet avec les amateurs la saison dernière. Je reçois donc ce soir Alain Fromager, qui est acteur dans cette création. Bonsoir. Que nous accompagnons depuis plusieurs mois avec enthousiasme, cette création. Et donc Alain, ça va ? Bah oui, bien. Très heureux d'être avec vous, avec toi, dans ce théâtre ce soir. Eh ben nous aussi, on est contents que tu sois venu. Ça fait un moment que vous travaillez, l'équipe du spectacle, tous les acteurs, avec Guillaume sur ce projet. Oui. Qui a été repoussé avec le confinement. Non, c'est pas une histoire de repousser, c'est qu'on a découvert ce texte d'Alexandre d'Alfara. Oh putain, dis donc, c'est fort les projecteurs. On s'entend beaucoup, ouais. On s'entend beaucoup. Les lunettes. On a découvert ce texte en en 2016 à la Mousson d'été.
Je ne sais pas si vous connaissez ce festival. C'est un festival qui a été initié par... Alors moi, je ne vais pas faire 5 minutes, hein, je vous le dis tout de suite. Ça va prendre un peu plus de temps. Si je vous emmerde, vous levez la main et je me barre. Mais donc, on a découvert ce texte d'Alexandre d'Alfara en 2016 à la Mousson d'été, qui est un festival, comme tu le sais, Chloé, où on découvre des dramaturgies contemporaines depuis 25 ans. On a découvert là-bas Rodrigo Garcia, von Meyerburg, etc., etc. Et Pedro Sedlinski, patati patata. Et lui, ce fameux Alexandre d'Alfara. Et Guillaume Durieux et moi, quand nous sommes tombés sur ce texte et que nous l'avons lu à la Mousson d'été en 2016, alors que c'est un texte qui a été écrit en 2013, on s'est dit... il faut absolument que ce texte soit entendu, dit, mis en scène. Et puis, alors j'ai envie de dire ce que tu mets sur ton... Ça va être un peu long, hein. On va voir jusqu'où on tient. Mais tu peux me couper, tu peux Bien me dire sûr, tire-toi, tu m'emmerdes, il n'y a aucun problème avec ça. Mais non, c'est tout à fait. Mais j'ai quand même envie de dire cette chose que tu mets toi. Donc je ne fais que dire ce que tu écris. Mais là, tu parles plus du spectacle du coup, si? Pardon? C'est sur le spectacle, ce que j'écris sur le spectacle? Non, ce que tu dis sur ce que tu as envie de faire de ton théâtre, de ce que tu as envie de partager avec ce que tu fais depuis le début, quoi. Je suis désireuse d'écrire sur la façon dont je perçois le monde qui m'entoure et sur ce qui nous ronge. À quoi consacrons-nous notre temps et nos préoccupations? De quoi nous inquiétons-nous et avec quoi nous débattons-nous? Ce genre de questions étant par définition des questions sociales, n'est-ce pas? Bon, moi j'aime bien ça. Moi je partage ça avec toi. Et puis alors après je viens au texte que nous allons vous présenter au mois de mai. Un petit truc de Machiavel, parce que ça a vraiment à voir avec ce que nous allons, sur ce que nous allons travailler. En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Voilà. On a tout dit. Bon. Alors voilà, après je fais un petit historique de l'histoire. On lit cette pièce. Ça parle assez bien de la pièce, je trouve, ce que tu... Pardon? Ça parle très bien de la pièce. Ouais. Donc je vais faire très vite maintenant. 5 minutes. Prêt? Alors voilà, on lit cette pièce en 2016 à la Mousson d'été et Guillaume Durieux et moi, on se dit merde, nom de Dieu, il y a un texte, il faut faire quelque chose avec ça. Parce que moi je pense comme elle et comme pas mal d'entre nous, que le théâtre, il est là pas pour résoudre ou résolver des choses, mais pour nous interroger, tendre un miroir, etc. Alors on lit cette pièce et on dit, putain, ça parle vachement du politique, en fait. Alors il faut monter cette pièce. Puis après, ça prend, comme tu le sais, 2 ans, 3 ans. Mais elle est la première. On fait un workshop au 104 à Paris et elle vient écouter une lecture. Et puis, elle, Chloé, d'Abert, elle dit, moi, je veux mettre des billes là-dedans, quoi. J'ai envie de les accompagner, ses camarades. Et puis, on refait des lectures. On refait une lecture en Avignon. Amiens se joint à ça. Le Montfort, qui était un peu au début, plus ou moins. Bon. Enfin, on se retrouve avec une petite bande et donc ce texte va advenir. On réunit des acteurs et puis on se retrouve là, ici, chez toi, à l'atelier. On travaille dans des conditions formidables, dans une époque terrible que vous partagez, hein, les masques. Bon, nous, on se débrouille un peu avec ça, mais... C'est vrai que c'est quand même un peu compliqué. Pour vous dire, on va créer au Montfort le 24 septembre avec une demi-jauge parce qu'on est en zone rouge. Donc il n'y aura que
100 spectateurs dans la salle. Bon. Et du coup, rapidement, tu nous dirais ce qu'elle raconte, la pièce? Rapidement. Rapidement Quoi? Rapidement. Est-ce que tu peux nous raconter juste oui. Peut-être l'histoire? Ou ce que tu joues, toi? Tu avais dit que ça serait long. Non, mais tout va bien. Ça va? Non, rapidement, c'est ça. Trop long? Moyen, ça commence à être long. Voilà. Ça commence à être un peu long. Bon, ok, alors je fais... Qui tu joues? Qu'est-ce que tu joues, toi? Non, mais non. Je raconte rapidement la pièce. Oui. C'est... est-ce que la politique, l'exercice de la politique et du pouvoir mène inévitablement à la violence? C'est un peu le thème de la pièce. L'auteur, Alexandre d'Alfara, qui est né dans les années 80, s'inspire plus ou moins de l'affaire Petrobras. Allez sur Internet, regardez un peu, c'est l'histoire de Lula, d'Ilmar Rousseff, etc. Petrobras, c'est une grande entreprise comment dire, pétrolifère, qui fait aussi dans le bâtiment et qui, à un moment donné, blanchit de l'argent, donne de l'argent pour les partis, etc., etc. Bon, la grande question, c'est est-ce que l'exercice du pouvoir mène inévitablement à la violence? Bon, c'est brésilien, c'est mondial et c'est hexagonal. Montez plus haut, Boulin, Bérégovoy, enfin... Si nous ne sommes pas complètement extraits du monde, on sait bien qu'à un moment donné, ça a un peu à voir avec ça. Donc cette pièce parle de ça, et pour en finir, puisque vous avez envie que j'en finisse, moi, ce que j'ai envie de dire, et pour vous donner le désir de venir voir cette pièce, de venir l'entendre surtout, c'est que cette pièce parle de ça, évidemment, mais elle dit aussi tout ce qui n'est pas dit, tout le non-dit de ça. Et moi, ça me fait beaucoup penser à Coltès, pour ceux qui connaissent, La solitude dans les champs de coton, où il est question du désir sans jamais le nommer. C'est-à-dire le désir de quoi? Et ici, au cœur de cette pièce, il y a ce qu'on nomme un accident. Bon, ça pourrait être le Rainbow Warrior ou ce qui s'est passé à Marseille quand les immeubles se sont écroulés. C'est-à-dire quand la politique, d'une certaine manière, fait que on arrive au cœur d'une chose absolument détestable et terrible, mais qu'on nomme pas, et qui fait que d'un seul coup tout le jeu se trouble, et qu'on est dans le non-dit, dans la lâcheté, dans tout ce qui est la politique d'une certaine manière. Comment on peut d'une certaine manière mettre un costume et ouvrir une porte, en fermer une autre, et le costume est un autre. Enfin, je ne vais pas vous aligner. Aujourd'hui, ils sont tous mis en examen, ils ont tous des casseroles, etc. Enfin, on sait tous ça. Alain, je t'arrête parce que du coup, mais, franchement, ça va être un super spectacle qui donc est créé dans quelques semaines au Montfort, à la fin du mois, je crois. C'est ça, Alain? Oui, c'est ça. On le crée le 24 septembre au Montfort et on revient au mois de mai. Mais moi, ce que je pense comme elle, c'est que nous, on est là pour tendre des miroirs et poser des questions. Et ce théâtre-là n'est pas un théâtre univoque. Et surtout, ce que je pense moi, vous laisse beaucoup de place. On va s'attacher à travailler dans ce sens-là. Vous laisse beaucoup de place pour écrire aussi, à l'intérieur de la représentation. Merci Alain. Non, on n'en peut pas, coronavirus. Les distances, oui. Salut Alain. Donc Abnégation avec Alain Fromager, en mai. Stallone
Open, c'est un spectacle d'après le roman d'Emmanuel Bernheim qui nous raconte comment un film, Rocky III, change la vie d'une jeune femme, Lise, incarnée au plateau par Clotilde M. C'est le récit d'une vie où les films Rocky sont des jalons, des moteurs pour Lise qui décide de se battre dans sa vie comme Rocky Balboa. C'est un éloge de la persévérance, de la liberté, une poétique du combat et aussi un univers plein d'humour et de musique à partager dès 14 ans. Alors annulé la saison dernière, le printemps numérique, reporté intégralement, s'appelle désormais Intercal. Ce temps fort, convivial, du printemps à la comédie, interroge la place des nouvelles technologies dans le spectacle vivant. Il s'intercale donc entre plusieurs univers, plusieurs façons de raconter le monde. Je vous laisse découvrir en images cette première édition qui aura lieu du 1er au 5 juin prochain avec 2 installations, 3 créations et un spectacle jeune public. Stop it, stop moving. Many thanks for joining us. Many thanks, and thank you. Let's go back to Andy. Nous nous lançâmes tous deux à sa poursuite. Qui étaient ces gens? C'est peut-être un forçat évadé. Il ne devait à aucun prix se laisser rejoindre par ces gens qui risquaient d'ébranler sa décision, de le détourner de son projet. Ou un meurtrier qui se cache. Ces inconnus constituaient un danger qu'il fallait fuir. Ou pire encore, un maniaque. Harry, je comprends ta peur, ta résistance au divertissement, ton dégoût de la politique, ton horreur des bavardages et des commentaires permanents. Tu as raison. Harry, tu as 1000 fois raison, mais tu dois lâcher prise. Le furtif ne voit rien, je le sens. Il est comme moi, à l'écoute du cube. Quand soudain, il y a quelque chose sur mon dos. Je suis maintenant debout, au milieu de la salle, et je chante et je crie. Et le temps s'écoule et ça ne marche pas plus, pas mieux. Avec de surcroît la sensation crasse de faire n'importe quoi et de dilapider le peu de chance qu'il me reste de le clairvoir. C'est chaud, fourré et doux comme un pelage de chat. Ça frétille tel un colibri, c'est calme et incroyablement véloce, à la fois hyper nerveux et zen. À quoi tient une prise de conscience? À quoi se joue un engagement politique? Que je vois de mes yeux ce qu'on faisait de cette ville et ce qu'était la vie d'un citoyen privilège. Que cette brutalité économique n'avait rien d'une fatalité, qu'il suffisait de se dresser contre, de prendre sa part de l'orage. Mesdames, Messieurs, bonjour, votre chef de bord équipe TGV. Vous souhaite la bienvenue à bord de ce train à destination de Marseille-Saint-Charles. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur.
Je dois réparer mes turbofusées. Vous marchez encore à l'ordinaire ou vous avez découvert la christofusion? Franchement, je m'attendais pas en arrivant à avoir tant de monde de m'envoi, d'avoir tant de monde là tout autour de toi, tout autour me doit, autour me... Et même derrière moi, et même derrière merde... Projet co-construit avec les habitants du quartier Croix-Rouge, en lien avec la boussole dans le cadre d'Africa 2020. Nos logos. L'association Écoélectrique, qui est notre partenaire sur Intercal, décline pour le Centre dramatique une version rémoise et plus théâtrale de son Nos logos, imaginé avec le collectif La Bulle et initié depuis quelques années dans les territoires éloignés de l'offre culturelle en Tunisie. Pour cette version rêvée avec la comédie, nous avons invité conjointement Odile Sankara, autrice metteuse en scène burkinabé, à écrire et mettre en scène avec les habitants, accompagnée de musiciens et d'artistes numériques maliens et tunisiens. Ce sera la journée du 5 juin à Croix-Rouge et ce sera la clôture d'Intercal dans une structure gonflable en plastique créée pour l'occasion. Pour clore cette saison, nous avons proposé à Delphine Eke, artiste associée au Centre dramatique, dont vous avez découvert l'univers avec Nos solitudes la saison passée, de mettre en scène nos élèves de la classe. La classe, c'est 12 élèves au cœur de la comédie, qui aspirent à devenir comédiennes et comédiens professionnels. Ils viennent, pour la majorité d'entre eux, de la région Grand Est. En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional et avec l'Université de Reims. Ils suivent des cours théoriques, des stages pratiques, dont un en partenariat avec le Manège, que je remercie. Petite nouveauté cette année, il y aura des restitutions de leurs travaux à l'issue de leurs différents stages. Ces restitutions seront en entrée libre certains jeudis après-midi. À l'issue de ces 2 années passées au sein de la comédie, ils montent sur le plateau pour une création professionnelle qui clôture leur formation. C'est donc Delphine Eke qui sera en charge de cette création cette année. Bonsoir Delphine. Bonsoir Chloé, bonsoir à toutes et à tous. Donc, tu as tenu à rencontrer les élèves avant de choisir quel projet tu allais faire avec eux. Donc, tu les as rencontrés pendant le confinement, en vidéo. Est-ce que tu sais aujourd'hui ce que vous allez travailler ensemble ? Oui, je connais en tout cas le point de départ de ce projet qui est vraiment dans longtemps, puisque c'est dans 1 année. À peu près. Pendant le confinement, j'ai eu donc la chance de rencontrer les élèves de la Comédie de Reims, un par un, derrière mon ordinateur, et de leur poser des questions très simples, parfois naïves, mais essentielles, comme celles qu'on pose pour la première fois à quelqu'un que l'on rencontre. Et en recevant leurs réponses, j'ai eu vraiment envie d'écrire quelque chose avec eux et pour eux, comme je le fais quasiment toujours quand je crée un spectacle. Mais là, surtout vu la situation du confinement, quelque chose d'extrêmement solaire, de puissant, quelque chose qui raconterait ou qui partirait de leurs inquiétudes, mais aussi de leurs espoirs, de leurs désirs et de leur réalité, donc de leur âge. C'est un groupe de 12 acteurs-élèves. J'ai eu envie de ça, et j'ai eu envie aussi de partir d'un texte déjà existant. Et au fil de mes lectures, je suis tombée sur un roman que j'ai trouvé magnifique, parce qu'une langue extrêmement brutale, rapide, du coup très évocatrice de la jeunesse. Et je me suis dit que sans doute c'était vers ça qu'il fallait aller. Ce roman part d'un saut dans le vide à une dizaine de mètres au-dessus de la mer Méditerranée à Marseille, qu'on appelle La Platte. C'est un grand bloc de béton qui surplombe la mer et au-dessus duquel les jeunes vont se jeter un par un. Évidemment, celui qui sautera le plus haut et le plus vite, avec le moins de peur possible, sera le plus fort. Ce roman s'appelle Corniche Kennedy de Maëlys de Kerangal et on a demandé les droits. Pour le moment, on attend encore la réponse des éditeurs. Mais je croise les doigts et croisez-les avec moi parce que je rêverais de les mettre en scène dans ce texte. Donc voilà, on va partir d'improvisation. Donc j'aimerais beaucoup que ce soit aussi leur parole. Parce que je considère que quand on sort d'une école, ce qui m'est aussi arrivé, on a besoin de s'exprimer un par un et de ne pas seulement appartenir au groupe, mais de se définir en tant qu'artiste. C'est ce que j'aimerais leur offrir avant leur sortie. Voilà. Et je peux lire quelques mots rapidement. Bah oui. Voilà. On peut, hein. Très vite. Puisque frimer, précisément, tchatcher, sauter, plonger, parader, c'est ce qu'ils font quand ils sont là, c'est ce qu'ils viennent faire.
La Plate est une scène où il s'exhibe. Terrain de jeu et place des lices, puisque filles et garçons, c'est un tournoi. Il s'agit de se foncer dessus sans esquiver le rituel. Le prologue est invariable. Les filles s'installent à proximité de l'échelle, en bordure de plate, quand les garçons, eux, se regroupent sur les rochers, en recul, partition sexuelle du terrain vouée rapidement à l'explosion. Afin d'échauffer celui ou celle d'en face, les plus frontaux, outre leur genre et leur disponibilité, fausses salopes, faux baiseurs sans scrupules, quand la plupart combinent des stratégies d'approche vieilles comme le monde, contournement ostentatoire, évitement, envoi de messagers dévoués. Le théâtre ne peut se séparer de la vie. Et ils ne sont pas au courant que j'ai envie de monter ça, donc c'est aussi un secret que je leur dévoile ce soir, puisque aucun d'entre eux n'a été... C'est qui l'éditeur voilà, qui nous regarde, il y a un message. Et tu vas bientôt reprendre ton premier spectacle qui s'appelle Balakat, que moi c'est le spectacle avec lequel j'ai découvert ton travail au Festival Impatience, donc en 2015. Et on a eu, ensemble envie que tu le reprennes. Du coup, tu vas travailler cette saison. On va avoir une étape de création, je pense, cette saison, et tu créeras la saison prochaine. Et est-ce que juste de reprendre ce spectacle, tu as envie de changer des choses, tu vas faire comment ? Oui, en fait, c'est très émouvant de relire son premier texte, puisque c'était mon premier texte. Et en le relisant, je me suis rencontrée à nouveau. C'est-à-dire que j'ai, sans effet de narcissisme, eu quand même un effet miroir en me disant « tant d'années se sont parcourues depuis ». Le sujet de Balakat, pour aller très vite, ça se passe dans un parloir et c'est la rencontre entre une détenue qui est emprisonnée pour le meurtre de son mari après des années de violence conjugale, rencontre une jeune femme. C'est un temps de parloir, cette pièce. Ça fait évidemment écho à plusieurs histoires de faits divers qui mettent malheureusement en scène des femmes victimes de violences conjugales. Il se trouve qu'entre le moment où j'ai écrit en 2014 et aujourd'hui, il y a un effet médiatique qui fait qu'on parle, heureusement ou malheureusement, beaucoup plus des violences faites aux femmes. J'ai eu donc envie de me replonger dans l'actualité et de replacer la pièce dans l'époque, mais de garder le même dispositif comme l'identité ou l'ADN du projet, parce que c'est aussi l'histoire de ma compagnie et l'histoire de mon désir d'écriture. Du coup, ce sera un point de départ. C'est quasiment la même équipe. J'ai essayé vraiment de recréer le même microcosme et j'espère que cette réécriture apportera une belle nouveauté à Balakat. Donc on découvrira, c'était en résidence en avril. En avril. Y a une étape de travail qui sera à la fin de la semaine du 19 avril. Voilà. Je ne sais plus exactement quel jour, mais c'est dans le programme. Voilà. Merci Delphine. Merci à vous. À tout de suite. À tout de suite. Au revoir. Donc traditionnellement, toute l'équipe me rejoint sur le plateau. Mais évidemment, cette année, c'était pas possible. Donc voilà, ils sont là derrière moi, ils sont tout autour, ils sont... Voilà, vous les connaissez. Toute cette belle équipe de la comédie qui est mobilisée pour que cette maison soit la vôtre, celle des artistes, celle du public. Je dis merci aux artistes, aux techniciens. Merci à l'équipe qui a préparé cette présentation avec moi. Merci à vous d'être présents ce soir. Nous espérons vous accueillir tout au long de cette saison, que nous réinventerons si nécessaire, pour partager des émotions, du théâtre, de la pensée et surtout de la joie. Je vous invite donc à nous retrouver sur le parvis pour continuer l'échange et boire un verre ensemble. Merci beaucoup. Et bonne soirée.